Aujourd'hui, on va vous parler du métier de maître nageur, notamment tout ce qui est formation, mixité et diversité. On va commencer tout de suite par l'aspect formation avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes formations que tu peux avoir pour faire maître nageur? Alors, avant de devenir maître nageur, il y a ce qu'on appelle le SB, le diplôme de surveillant de baignade, que l'on passe principalement pour les centres de loisirs sans hébergement, les CLSH, qui nous permet tout simplement d'intervenir dans la sécurisation d'enfants lors des centres de loisirs, des colonies de vacances, pour leur permettre de se baigner en toute sécurité sous la tutelle d'un animateur qui a la qualification de surveillant de baignade. Mais avec ce diplôme, ça ne peut pas nous permettre de travailler dans les piscines en tant que telles, ou les plages. Après, il y a le diplôme de BNSSA, Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, qui nous permet de pouvoir avoir un emploi pendant 4 mois, sauf dérogation préfectorale, dans une piscine, qu'elle soit privée ou publique, ou sur les plages ou les plans d'eau, comme les lacs, les rivières. Après, on a le diplôme de BPGEPS AN, qui nous donne le titre de maître nageur sauveteur, qui nous apporte la qualification d'enseignant de la natation, mais qui nous amène à faire principalement dans notre métier, il faut le dire, surveillant lorsqu'il y a des activités sans juste de baignade, quoi. En termes de durée de formation pour ces différentes formations, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien de temps ça dure? Alors en volume horaire, on est à peu près sur du 5 jours pour le diplôme de surveillant de baignade. Là sur le BNSSA, on le fait de fin septembre, du dernier vendredi de septembre jusqu'à l'examen qui a lieu généralement fin mai, début juin. Donc c'est un entraînement d'1h30 tous les vendredis soirs pour notre part. Mais il peut se trouver sous d'autres formats, ça peut être des formats d'une semaine vraiment très condensés où on voit tout l'aspect natatoire, tout l'aspect réglementation qui est affaire à notre métier et l'aspect secourisme. Donc c'est une formation d'une semaine qui vient se rajouter à ces entraînements, même sur la formation annuelle que je vous ai citée avant. Pour le diplôme de maître nageur sauveteur, il se met en 2 modules, soit sur une année, donc avec une partie en cours, une partie en entreprise, ou certains organismes de formation le font sur 2 ans, donc pareil avec cette alternance en entreprise et en cours. Et en termes de coût de formation, ça coûte à peu près combien? Est-ce que ça peut être pris en charge par des organismes de financement? Alors toutes ces formations sont prises en charge soit par des employeurs qui veulent faire évoluer leurs employés via le CPF. Ça peut être pris en charge par le CPF simplement, ou parce qu'il est mis en place aussi le DIF. Après, il y a Pôle emploi qui prend aussi les formations quand on est référencé. Il y a d'autres aides régionales, conseil général, qui peuvent être aussi mis en place selon les dossiers qui sont afférents à chaque stagiaire. Ça marche. Je suppose que vu la pénurie de maîtres nageurs, les employeurs sont plutôt OK pour payer les formations en général? Ouais, généralement, les employeurs, ils attendent que le futur stagiaire ait fait au minimum 1 an dans l'entreprise pour évaluer aussi ses compétences et ses capacités à devenir maître nageur par la suite. C'est un investissement. Et puis après, il prend en charge en période de professionnalisation, donc différent du contrat de professionnalisation, de manière à lui permettre d'évoluer dans la société. Donc derrière, il y a un rendu généralement d'1 à 2 années derrière pour le stagiaire, une fois obtention du diplôme. Est-ce qu'il y a un concours pour rentrer dans ces formations? Alors il n'y a pas de concours spécialement. Pour le BNSSA, le seul concours, c'est entre guillemets, c'est juste, on fait un test de positionnement qui n'est pas un test de sélection. C'est juste, on met en situation les futurs stagiaires et à l'issue, avec mon collègue avec qui je fais des entraînements, on statue, on met les stagiaires devant le fait accompli en disant voilà, toi il y a beaucoup de travail à faire, on te conseille en dehors des entraînements qu'on fait de faire 1 à 2 entraînements en plus dans la semaine. De là, c'est à eux, aux stagiaires, de venir nous voir pour nous demander éventuellement des entraînements individualisés cette fois-ci. Et après, pour tout ce qui est les formations de BPGEPS, AN, donc oui, il y a un test là clairement, où il s'agit pour les stagiaires d'effectuer 2 épreuves, une épreuve de secourisme, une épreuve natatoire, qui est chronométrée pour l'épreuve natatoire, qui va permettre au jury, s'il arrive dans le barème de sélection,
de pouvoir dire tu rentres en formation ou pas. C'est pas un concours, c'est des évaluations, on va dire, de compétences que pour la formation BPJEPS AAN. Je suppose que du coup, ça donne un diplôme. Est-ce qu'il y a un système de carte professionnelle, quelque chose comme ça, dans ce métier? Ouais, à partir du diplôme de BPJEPS, tu as une carte professionnelle obligatoire à renouveler à chaque CEPMNS, donc les diplômes de recyclage tous les 5 ans, pour valider ta capacité d'enseignement au métier de la natation et de surveillance. Je suis avec Fleury pour parler de la mixité homme-femme dans le métier de maître nageur. Fleury, est-ce que c'est un métier mixte? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette profession? C'est bien un métier mixte. Oui, il y a de la place pour les femmes dans cette profession. Est-ce que c'est difficile pour les femmes de se faire une place dans ce métier? Non du tout, nous avons tout à fait notre place car nous avons du public mixte. En fait, comme le public est mixte, ça peut être un avantage justement que vous soyez là pour pouvoir plus intervenir sur peut-être le côté avec les femmes, médiation avec les femmes en quelque sorte. Médiation avec les femmes et avec les enfants, filles aussi, s'il faut intervenir, les soigner, au moins il n'y a pas de litige qui pourrait être démontré. Est-ce que dans ce métier, il y a besoin d'avoir des adaptations pour les femmes ou est-ce qu'elles peuvent exercer le métier comme les hommes? Non, dans ce métier-là, il n'y a pas besoin d'adaptation, on sauve les gens, que ce soit homme ou femme, on est pareil, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir une bonne condition physique, c'est tout quoi. Oui, mais on l'a puisqu'on a passé tous le même diplôme, au même niveau, donc on est tous égaux, on est égaux. Est-ce que ça a un avantage ou un inconvénient d'être une femme dans ce métier-là? Donc il n'y a pas d'avantage particulier, ni d'inconvénient, mais quand même, on sait que la jambe masculine est plus forte musculairement pour sortir un noyé, par exemple, de la piscine. Donc c'est quand même bien d'être accompagné d'une jante masculine. Petite question, règle. Est-ce que du coup c'est pénible quand on a ces règles d'exercer ce métier? Pourquoi ça serait si pénible que ça? Oui, donc en fait, c'est pas un souci. Puis est-ce que vous êtes souvent dans l'eau en fait, du coup? Du tout, on est au bord de l'eau et c'est très très rare qu'on ait besoin d'aller à l'eau. Donc c'est pas un souci d'avoir ces règles dans ce métier? Du tout. Est-ce que le métier a un équivalent féminin ou est-ce qu'on dit un maître nageur aussi pour les femmes? C'est maître nageur, maître nageuse, c'est le même intitulé. Dernière petite question sur tout ce qui est justement mixité homme-femme. Au niveau de la famille, est-ce que tu arrives à avoir un équilibre vie pro, vie perso en exerçant ce métier ou est-ce que c'est un petit peu compliqué? Certes, ça prend beaucoup de temps, mais j'arrive à cumuler la vie de famille, le travail, plus les loisirs. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. On est comme un homme, on a la même perception, c'est la même chose. Je suis avec Cédric et Théo pour parler de la mixité junior et senior dans le métier de maître nageur. Théo, est-ce que c'est facile en tant que junior du coup de se faire une place dans le métier? Non, je pense qu'on peut s'intégrer facilement en tant que junior. Justement, les collègues vous prennent sous leurs ailes peut-être, vous aident, vous épaulent? Oui, c'est ça. Ok, donc c'est cool de devenir maître nageur. Oui. Devenez tous maître nageur, hein? Est-ce qu'il y a une différence de salaire en termes d'évolution, alors sans donner de chiffres, entre justement un profil junior et un profil senior? Ça dépend tout simplement des qualifications qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont juste titulaires du diplôme de secourisme PSE1, premier secours en équipe de niveau 1, premier secours en équipe de niveau 2, ça c'est le niveau au-dessus. Donc dans certains cas de figure, par exemple sur les plages ou dans les piscines, les employeurs peuvent réévaluer la grille de salaire parce que justement un PSE2 entre guillemets est au-dessus d'un PSE1 dans les qualifications de secourisme. Théo, ton objectif c'est de monter en grade ou est-ce que c'est de faire du secourisme sur les plages? Explique-nous un petit peu tes objectifs. Là pour moi cette formation c'est un plus avec ma licence que j'ai obtenue à Amiens, STAPS, mention APA. Et pour l'instant je suis en CDI au comité départemental et handisport et ça pourrait me servir pour plus tard. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution quand on est maître nageur? Est-ce qu'on peut évoluer en grade? Ah oui, de toute façon, on commence par BNSSA, le diplôme qu'ils sont en train de préparer actuellement. Derrière, ils peuvent passer le BPJEPS AAN qui va les amener au titre de maître nageur sauveteur. Après, une fois qu'ils sont maître nageur sauveteur, avec l'ancienneté, l'employeur, par mérite, peut leur donner le poste de chef de bassin, voire de coordinateur de bassin si on prend des grosses structures comme la piscine l'Aquapole à Amiens, par exemple. Et une fois qu'on est coordinateur de bassin, ça peut être directeur adjoint ou directeur. Enfin, tous les postes peuvent nous être attribués à partir du moment où on a de l'expérience et qu'on est bon dans ce que l'on fait. Donc de belles perspectives d'évolution. Dernier point sur ce thème mixité justement junior-senior, on va parler de l'emploi senior. Alors quand je dis emploi senior, c'est les personnes qui sont du coup un peu plus âgées quand elles veulent faire la profession. Est-ce que l'âge peut être un frein justement à l'exercice de ce métier? Le seul frein, ce serait la santé physique éventuellement. Mais bon, on est soumis, lorsqu'on passe les examens, à des visites médicales qui nous obligent à une certaine capacité physique pour pouvoir l'être.
Et après, tous les 5 ans, on a une révision de nos diplômes qu'on appelle le CEP-BNS, qui nous réévalue dans la possibilité de continuer notre métier. Donc à partir de là, du moment qu'on a la santé et qu'on s'entraîne régulièrement, c'est pas spécialement un frein dans notre métier. Là, on voit par exemple des personnes qui passent le BNSSA actuellement, qui sont en réorientation professionnelle, qui veulent changer complètement de métier ou compléter leur métier par des week-ends en tant que maître nageur sur les bassins des piscines ou des plages pendant les vacances. Et donc du coup, il n'y a aucun frein à ce niveau-là. Je suis avec Ludo pour parler de la différence entre salariat et indépendant quand on veut être maître nageur. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce plus en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, Ludo? Alors pour les deux, ils sont très demandeurs, si bien salariés que si bien indépendants. L'idée c'est on a besoin de maîtres nageurs aujourd'hui en France. Et quand on est salarié, c'est plutôt quel type de contrat qu'on va pouvoir trouver dans le salariat? Alors on a différents types de contrats, ça peut être du CDD, ça peut être du CDI, ça peut être effectivement une embauche également, ça peut être du saisonnier, si bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Voilà. Et donc facilité à trouver un job, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui recrute? Complètement, le métier est en tension, il manque 5000 maîtres nageurs en France, on a besoin de maîtres nageurs et en termes de recrutement, il y a ce qu'il faut. Donc concrètement, en sortant des études, on est quasiment certain de trouver du boulot derrière? Complètement, en termes d'activité, il y aura ce qu'il faut sur le marché du travail vis-à-vis de l'emploi. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport à l'un ou l'autre des statuts, par rapport à l'indépendance ou par rapport au salariat? Est-ce que tu peux me dire un petit peu les différences? Alors, effectivement, il y a avantages et inconvénients par rapport aux deux. On peut déjà cibler purement celui qui est indépendant. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour le coup, il aura plusieurs employeurs. Il a aussi une large liberté de savoir avec quel type de contrat il souhaite travailler, si bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quel type de partenaire il veut faire aussi, dans son sens-là. Donc il a un avantage vraiment de ce côté-là, vraiment très large. L'inverse sur la partie salariée, effectivement pour le coup, on sait que ce maître nageur aura son poste à vie, il pourra éventuellement au fur et à mesure avancer dans sa carrière, soit avec une évolution de carrière en interne, avec l'évolution du grade, ou simplement rester sur sa collectivité, ou encore une fois, pouvoir aller sur une autre collectivité. En tant qu'indépendant, il faut quoi pour pouvoir se lancer dans le métier? Est-ce qu'il y a des coûts particuliers en dehors de la formation, du matériel à investir peut-être? Alors pour être indépendant déjà, c'est d'avoir une carte professionnelle. Tout éducateur sportif doit déjà avoir une carte professionnelle. À l'issue de cela, effectivement, pour le coup, ce qui peut engendrer pour lui, ça va être effectivement des frais de déplacement, mais pas que, parce que derrière, il y a effectivement le fait que le maître nageur aura un équipement, donc ça va, est-ce que ça va être à sa charge ou à la charge de la personne qui va la recruter. Mais en lui-même, en fin de compte, il aura effectivement des charges sociales également à payer de son côté pour être indépendant, parce que effectivement, de ce qu'il aura touché, il y a une partie qui effectivement est à reverser via des services sociaux, URSSAF et autres par rapport à son obligation. Il a effectivement une obligation, c'est de s'assurer, parce que pour le coup, en tant qu'indépendant, il doit s'assurer que le prestataire qu'il va prendre est garanti sur la sécurité par rapport à son type de prestation qu'il aura. On est à nouveau avec Cédric pour parler cette fois RSE à propos du métier de maître nageur. Cédric, est-ce que le métier de maître nageur est respectueux de l'environnement? De plus en plus, moi ça fait à peu près maintenant 20 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé en tant que BNSSA, puis devenu maître nageur donc il y a 10 ans, en 2014. Et donc oui, il y a eu des évolutions au niveau des normes, au niveau de la gestion des fluides et des produits d'entretien des piscines pour permettre justement aux baigneurs de se baigner dans une eau saine. Forcément, c'est des produits chimiques. Et dans le traitement de ces produits chimiques, oui, il y a eu des évolutions avec des bacs de rétention, avec l'arrivée de nouveaux produits, que ce soit le brome, que ce soit le chlore, les piscines au sel, qu'on voit de plus en plus, qui elles sont entre guillemets les piscines les plus respectueuses de l'environnement parce que c'est du sel, c'est naturel. Tout ce qui est l'entretien, les produits d'entretien qu'on utilise aussi, même sur les plages, qui sont soumis aussi avec des visites de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui vient régulièrement faire des analyses pour s'assurer que justement ces normes sont respectées et qu'il n'y ait pas de produits non homologués entre guillemets qui sont utilisés dans ces différents milieux. Ça marche, donc en gros, un métier respectueux de la planète, des animaux aussi je suppose, parce que là, pour le coup, dans une piscine, à part des êtres humains, il n'est pas censé y avoir d'autres animaux normalement, mais donc on peut être effectivement maître nageur et donc sauveteur aquatique du coup en milieu plan d'eau et lac et mer, et du coup là effectivement on peut rencontrer des bestioles. Est-ce que du coup il y a un côté respect de ces choses-là? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte éventuellement dans la formation de par exemple les méduses? Il faut faire attention aux méduses par exemple, je ne sais pas, c'est ce genre de choses-là.
Ouais, c'est ça. On n'a pas spécialement de grosses formations dessus. C'est plus une information dessus. Après, la seule formation qu'on a, c'est en une hygiène et sécurité sur le traitement avec la gestion des machineries pour les piscines. Voire dans certains plans d'eau, comme je vais prendre par exemple la base de Saint-Leu-d'Esserand, dans l'Oise, où ils ont des vannes à gérer entre le plan d'eau de nage et le plan d'eau où ils font du pédalo, de la voile ou des trucs comme ça. D'accord, donc a priori, on croise quand même pas trop souvent des petites bébêtes, des petits animaux, quoi. Pas plus que dans tout milieu naturel qu'on peut croiser. Est-ce que c'est un métier où on se soucie du bien-être des collaborateurs? Oh ben forcément, notre formation de secourisme, c'est premier secours en équipe. Donc qui dit une équipe dit forcément une certaine fraternité. Et pour optimiser notre action de secours dans l'intérêt des victimes, on est obligé d'avoir quand même une certaine... Bonne entente, quoi, un bon esprit de groupe. Tout à fait, voilà, c'est ça, un bon esprit de groupe. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier? Non, parce qu'elle est très peu utilisée, voire même plus du tout utilisée. Moi, j'ai connu de l'époque où j'étais nageur en club le système Poséidon. Je ne sais même pas s'il est encore utilisé aujourd'hui. C'est un système informatique avec des caméras sous-marines qui permettent de repérer ce qu'on appelle un homme mort. Donc une personne qui paraît inerte pendant un temps donné. Donc ça, c'est une programmation ordinateur. Et l'ordinateur, via les caméras, donne une alerte au maître nageur pour dire qu'à tel endroit, il y a quelqu'un qui semble être en difficulté. Après, ce système, la seule piscine que j'ai connue où j'ai pu expérimenter, c'était à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Et a été vite arrêté parce que justement, pas suffisamment au point par rapport à notre métier et il fournissait beaucoup trop d'alertes par rapport à des choses qui n'étaient pas forcément judicieuses par rapport à ce qui se passait réellement sur le terrain. Donc c'est pas encore tout à fait au point par rapport à notre métier, à la réalité du métier. Donc quand tu dis des situations pas judicieuses, ça par exemple, tu me disais quelqu'un qui met la tête sous l'eau ou qui essaie de faire de l'apnée par exemple? Non, une personne, ça repère les personnes qui ne bougent pas pendant un temps donné. Donc une personne qui va être par exemple juste en train d'avoir le visage hors de l'eau mais qui ne va pas bouger le corps, faire l'étoile par exemple, il va le détecter comme un homme mort alors qu'il a les voies aériennes hors de l'eau. Donc ça va donner une alerte qui n'est pas forcément judicieuse par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Après oui, c'est quelque chose qui pourrait être bien si c'était vraiment au point par rapport à la capacité de bien repérer si la personne est réellement en immersion, en submersion ou s'il est réellement en difficulté. Parce qu'une personne qui va se débattre, l'appareil ne le voit pas, va pas le repérer en tant que tel parce qu'un nageur bouge, par exemple. Oui, et puis des personnes qui font l'étoile pour flotter sur l'eau, il y en a quand même pas mal. Donc effectivement, ça devait être assez pénible comme système. C'est ça, notamment dans les scolaires, ça fait partie des différents niveaux d'apprentissage pour les scolaires. Donc faire une étoile pendant 30, 45 secondes, une minute, ça arrive. Et avoir le système qui sonne à tout bout de champ, ça gêne la bonne gestion du groupe. Oui, j'imagine que ça doit mettre un bon vent de panique et que du coup la panique avec des enfants dans l'eau, ça doit être la misère. La panique, pas forcément parce que les enfants n'ont pas conscience, mais par contre, ça sonne fort, donc ça gêne la compréhension. Les enfants, au bout d'un moment, ils en rigolent, et donc du coup, ça devient un mauvais jeu. On est à nouveau avec Ludo pour parler cette fois handicap, accessibilité par rapport au métier de maître nageur. Alors ce que je vais faire, Ludo, c'est que je vais t'évoquer plusieurs types de handicap, et selon ces handicaps, tu vas pouvoir me dire si le métier de maître nageur est donc accessible, ou pas du tout, si c'est impossible, ou alors s'il est possible, mais avec des adaptations, et si oui, lesquelles. Si je te dis handicap moteur, est-ce que c'est possible de devenir maître nageur? Alors pour une personne en situation de handicap, pour devenir maître nageur, ça passera obligatoirement par une commission. Tout va effectivement relever de quel type d'handicap il a, mais quoi qu'il en soit, il y aura quand même une commission en amont pour savoir si effectivement il sera apte ou pas à enseigner ce métier-là. Tout repose vraiment sur la partie juridique du corps médical par rapport à son handicap. Et donc si jamais il y a eu l'accord par exemple de cette partie juridique, si j'ai un handicap moteur, est-ce que je peux faire ce métier et quelles seraient les adaptations éventuelles? Alors les adaptations qu'il y aura dans ce métier, ça va aussi dépendre de son type d'handicap qu'il aura, mais au-delà de ça, effectivement, l'employeur aura une obligation de mettre en place une fiche de suivi pour effectivement qu'il puisse savoir quelles tâches il va pouvoir faire en tant que sauveteur, mais ce qui est hyper important, on est dans un métier auquel il y a du danger, auquel on doit assurer de la surveillance, on doit assurer de la sécurité, on doit également surtout intervenir
Donc il faut pour cela avoir des mesures nécessaires. Et au-delà de ça, effectivement, il y aura une fiche de suivi quand même, pour le coup, à ce qu'il puisse intervenir sur des actions qu'il pourra mener à faire. Ça marche. Et donc, handicap moteur, les personnes en fauteuil roulant par exemple, ou les personnes ayant des problèmes pour se déplacer, est-ce que c'est possible de devenir maître nageur? Tout va reposer en fin de compte sur le corps médical. Effectivement, pour une personne en fauteuil, ça sera très compliqué, voire impossible, mais qui fait qu'in fine, son handicap peut peut-être aussi évoluer dans le sens positif. Donc dans le sens où effectivement la personne a eu cet handicap, mais depuis il y a eu des progressions. Donc rien n'empêche à ce qu'aujourd'hui, le corps médical quand même encore se pose sur ce sujet-là. Je ne relève pas du corps médical, mais du corps juridique. Mais au-delà de ça, c'est de montrer quand même, voilà, faut oser quand même jusqu'où on peut aller dans ce métier-là, qui reste quand même un métier à risque, un métier dangereux, pour intervenir dans les meilleures conditions possibles. Si je te dis autisme et maître nageur, est-ce qu'on peut être maître nageur en étant atteint du trouble du spectre autistique? Alors là, ça va effectivement aussi atteindre quel type d'autiste il a, le niveau de degré qu'il a, mais rien n'empêche qu'effectivement aujourd'hui un autiste qui puisse exercer parfaitement ce métier-là, voilà. Mais toujours encore avec l'accord, et là j'insiste toujours encore une fois, le corps médical. Si je te dis, donc avec accord du corps médical, si je te dis trouble 10, peu importe lequel, est-ce qu'en ayant un trouble 10, ça pourrait s'opposer ou pas au fait de devenir maître nageur? Alors là, je ne vais pas utiliser mon joker, je vais utiliser le prénom de Aurore. Aurore qui était une ancienne personne qu'on a formée en tant que maître nageur sauveteur et qui aujourd'hui a cette qualification et aujourd'hui elle exerce le métier de maître nageur. Donc complètement possible. Si je te dis handicap auditif, en ayant eu l'accord bien entendu en amont, handicap auditif, est-ce que c'est quelque chose qui peut être très gênant ou est-ce qu'on peut avoir des adaptations en ayant un handicap auditif pour être maître nageur? Je pense sur la partie auditive là, du coup, je vais utiliser plus ma personnalité. Je pense qu'il est complètement possible parce qu'aujourd'hui, il y a une belle évolution sur les appareils qui sont adaptés pour les personnes. Cependant, effectivement, pour le coup, ça sera une adaptation qu'il faudra prendre en compte par rapport à son handicap et auquel la personne va pouvoir intervenir sur les moyens de secours. Toujours avec l'accord du corps médical, si je te dis handicap visuel. Très difficile. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a des handicaps visuels qui sont plus forts que d'autres. Mais rien n'empêche à ce qu'aujourd'hui, dès l'instant qu'effectivement le corps médical sur l'aspect visuel donne son autorisation, la personne, il n'y a pas de contre-indication particulière. Mais ça relèvera effectivement de l'aspect effectivement du corps médical dans le sens où la personne va passer des tests sur l'aspect visuel par rapport aux besoins qui sont demandés sur le métier. Si je te dis HPI, est-ce que ça s'oppose ou pas à la pratique de ce métier? HPI, pourquoi pas, et volontiers au contraire, pourquoi pas eux. Et donc avec plaisir de pouvoir aussi à ce que les personnes à haut potentiel puissent intégrer complètement ce métier-là. Oui, parce que pour rappel, le haut potentiel intellectuel, c'est pas être un génie, c'est simplement penser différemment et ressentir les choses différemment. Donc voilà. Mais ça reste, à mon sens, un handicap un peu social quand même si c'est pas reconnu comme tel. C'est pour ça qu'on pose la question. Si je te dis TDAH, est-ce que c'est possible, impossible? Qu'en penses-tu? Alors sur les troubles, pareil, vis-à-vis des troubles 10, ça va, pourquoi pas, encore une fois, la personne peut effectivement évoluer tout doucement dans sa vie avec des progressions, avec un apport du corps médical. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est possible aussi également pour ce type de public-là. Si je te dis hypersensibilité? Il faut avoir juste l'envie, le goût de sauver des vies. S'il y a une détresse vitale qui s'installe, mais au-delà de ça, voilà, si la personne est hypersensible sur des situations auxquelles elle est capable ou pas de s'affronter, la personne est capable de le faire, pourquoi pas. Super, écoute, merci beaucoup. Et puis